Pour moi, comme journaliste, je trouve ça dommage. Car ces personnes-là font aucun contenu, ils font juste voler celui des autres. Le chroniqueur, lui, son rôle, c'est de donner son opinion sur un fait, sur un sujet. Seulement au Canada, en revenus publicitaires, et seulement pour 2022, Google et Facebook, ça serait 7,5 milliards en revenus publicitaires. Que le gouvernement voulait un système par clic, fait que chaque clic allait être taxé. What's up, guys? Yellow Sea Podcast. Je suis votre host, Ray Antonio, et mon prochain invité. Bon, on va parler de médias. J'amène ici à la table un journaliste, donc ça fait longtemps que je voulais avoir cette discussion, puis avoir quelqu'un de légitime dans le domaine, parce que, étant vraiment dans le podcast, on est dans la game des médias, puis la game des médias au Canada, ben il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de changements, de la modernisation selon le gouvernement, mais il y a certaines choses qui s'adaptent, puis ça est en train d'impacter autant un certain type de personne comme c'est en train d'améliorer un autre type de personne. Je me suis dit, il faut que j'aie la conversation avec quelqu'un qui est dans le milieu, mais qui porte un chapeau. Tu sais, ici, podcast, on a un nouveau chapeau, comme c'est un nouveau média, mais quelqu'un qui est vraiment dans le média genre traditionnel, qu'on pourrait dire, mais... Donc, c'est un journaliste indépendant. Vous l'avez déjà vu, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est ma référence de journalisme. Qui a dans mes médias sociaux une personne très objective. Je vous présente aujourd'hui Félix Lacerte-Gauthier. Salut. Salut. Merci pour l'invitation. Ben, bienvenue au Yellow Sea. Merci d'être venu ici, d'accepter l'invitation pareillement. C'est un honneur de toujours avoir une nouvelle personne qui fait le mur de Yellow Sea. Puis regarde, on est en décembre ici. Tu es mon avant-dernier invité de l'année 2023. Donc, tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, c'est mon anecdote que je peux te dire avec toi. Je t'ai connu. Tu as été une des premières personnes que j'ai connues commençant en 2023. Ouais, c'est vrai, oui. Pendant qu'on y pense, ouais. Avec le tournage en début d'année. Exactement. Donc, juste pour vous donner le contexte, on s'est connus même initialement au début de cette année. Ça devait être genre le 5 janvier, quelque chose comme ça. Mais on a shoot un démo avec Natif sur un projet. Puis c'était une des personnes à qui on allait collaborer dans le projet. Ça a été super cool, vraiment. Pour moi, ça a été genre vraiment une journée de tournage comme professionnelle, je pourrais dire. Oui, vraiment, oui. C'était une belle expérience aussi. Oui, oui, c'était cool. Pour moi, j'ai l'habitude d'être dans les médias, mais j'ai moins d'expérience en télé. Puis c'était une expérience nouvelle de me retrouver devant la caméra comme ça. Je ne vais pas le cacher, mais se faire maquiller, c'était quand même cool. Yo, parce que c'était juste un petit massage comme « ouais, caresse la face ». Je trouvais ça cool comme expérience, donc je peux voir pourquoi certaines personnes s'enflent la tête dans ces domaines-là. Mais regarde, comme je te dis, c'est super cool vraiment d'avoir fait cette connexion, puis on est ici à la fin de l'année, donc on va terminer l'année comment on l'a débuté, vraiment avec ta présence ensemble, dans la même pièce, en train d'enregistrer devant un microphone. Super cool. Donc, comment ça va les choses? Ça va très bien. Donc, pour l'instant, je suis journaliste indépendant. J'ai travaillé pendant longtemps, quelques années, 2 ans, pour Québécois Média, donc Journal de Montréal, TVA Nouvelle, etc. J'ai couvert les affaires municipales pour eux, donc je ferais la politique montréalaise. C'est moi qui couvrais tous les points de presse de Valérie Plante. J'ai couvert aussi l'élection avec Denis Coderre. Avant de travailler pour eux, j'ai travaillé également pour Journal Métro Média pendant 2 ans. Et là, en ce moment, je suis journaliste indépendant. J'ai un contrat comme rédacteur en chef pour une revue spécialisée qui me permet d'avoir un revenu stable et d'avoir une certaine stabilité. Et en parallèle à ça, je fais divers projets. La revue spécialisée dans quel domaine? Dans sérologie. En sérologie, donc... Donc, c'est des personnes qui font des dossiers. Et mon rôle comme rédacteur en chef, c'est de lire, corriger des textes, parfois en écrire moi-même. Je fais aussi la production, c'est moi qui fais par exemple la date, les deadlines, c'est moi qui les établis. C'est moi qui contacte l'imprimerie pour qu'on envoie à l'imprimeur, puis qui m'occupe aussi pour faire le design, etc. Donc, tu fais quand même beaucoup de choses. Hein? Oui, vraiment. Puis je suis vraiment genre... Ça me permet d'avoir une optique différente du monde des médias, dans le sens où quand j'écrivais par exemple pour Québécois Média, je faisais juste mon texte, j'écrivais mon texte, puis je l'envoyais par courriel. Puis après ça, genre, c'est d'autres personnes qui faisaient la mise en ligne ou qui mettaient dans le papier. Tandis que là, c'est moi qui, en arrière, dans les coulisses, à agencer les textes, à faire les pages, à m'arranger que les photos rentrent bien, etc. Puis
Fait que tu as besoin de la créativité pour quand même pouvoir faire ce rôle-là. Je dirais que la... C'est quoi le nom déjà? Pas l'éditrice, mais en tout cas, je travaille avec une designer graphique aussi qui m'aide, donc... OK, je vois genre. C'est ça, je dois quand même avoir les photos, je dois quand même imaginer un peu comment ça va s'assembler, mais j'ai de l'aide à ce niveau-là. Quel t'as aimé le plus entre les deux? Travailler pour le big media ou indépendant? Les deux sont différents. Je dirais qu'avec Québécois Média, j'aimais beaucoup être dans le feu de l'action parce que je suis quelqu'un qui aime être là où ça bouge. Par contre, je dirais que j'ai de bien meilleures conditions de travail actuellement. As-tu une anecdote qui est quand même genre super intéressante, genre par rapport à, tu sais, vraiment, comme tu dis, tu es dans le feu de l'action, fait qu'il doit y avoir des choses quand même assez uniques, particulières que tu dois avoir vues. As-tu une anecdote à partager? Je suis curieux de voir c'est quoi qui se passe là-bas. Écoute, comme journaliste, j'ai couvert toutes les élections avec Denis Coderre et Valérie Plante. Il y a eu tellement d'anecdotes, d'épisodes qui se sont passés dans les coulisses. Je sais pas, tu as le droit de partager. Je sais pas jusqu'à quel point je peux partager ça en nom de maintenant. Je respecte. Mais en off the record, j'aurais plein d'histoires à raconter. Puis... OK, on va ouvrir un Patreon d'abord. Ça a l'air intéressant. Bon, la politique, c'est quelque chose qui t'intéresse par défaut? C'est quelque chose que tu as appris à peut-être à apprivoiser ou tu as juste le fait parce que c'était ça le mandat? Un peu des deux, je dirais. J'ai toujours suivi la politique, je me suis toujours un peu intéressé à ça. Je connaissais quand même les partis municipaux. Mais c'est sûr, le fait d'être donc assigné à ce beat-là, j'ai pas eu le choix de développer encore plus, d'en apprendre encore davantage, puis de vraiment suivre ça au jour le jour, même des sujets qui sont parfois un peu moins intéressants ou moins fancy, je vais quand même les couvrir. Je pense par exemple, des fois, il y a des longues assemblées à l'hôtel de ville qui durent genre des heures, des commissions, pas de commission parlementaire parce que c'est au niveau municipal, mais commission donc à la ville de Montréal qui dure des heures. C'est long, c'est vraiment genre protocolaire, c'est ennuyant, mais j'ai pas le choix de découvrir ça. OK. Puis, admettons, c'était quoi ton rôle, en fait? Est-ce que tu étais impliqué vraiment dans certaines directions et choses? Tu fais juste couvrir qu'est-ce qui se passe? Avec Québécois Média au niveau municipal, dans le fond, mon rôle, c'était vraiment de suivre la politique municipale. Je suis responsable de savoir ce qui se passait puis de couvrir essentiellement. Okay. Est-ce que tu écoutes la politique américaine? Je suis également, oui. Ça, c'est un show là-bas. Là. Ça, c'est quelque chose d'autre. Là. Mais comme journaliste, je suis vraiment tout. Je lis les journaux chaque matin, tous les journaux à peu près. Okay. Après, Journal de Montréal, Le Devoir, Radio-Canada. Je jette aussi un œil au New York Times. Je jette parfois un œil aussi au Monde, au Guardian, Al Jazeera. Donc, je fais le tour des médias. Puis je suis vraiment un peu tout ce qui se passe partout. Puis Métro Média, comment compare à Québécois, par exemple? C'était-tu une dynamique différente? C'est quoi les sujets politiques encore? Avec Métro Média, c'était beaucoup plus local. Je couvrais l'Est de Montréal. C'était vraiment plus des sujets un peu plus dans la communauté proche. Donc, c'est une belle expérience aussi. C'est différent. Mais c'est sûr, c'est une moins grande envergure. Métro Média, c'est un beau tremplin vers le journalisme, je dirais. C'est un journal un peu plus petit avec lequel beaucoup de personnes ont appris le métier puis ont commencé. Mais tu sais, le métro ou le 24 heures, par exemple, je me souviens des... C'était intéressant. Il y avait quand même une touche divertissante derrière ça où est-ce que tu avais déjà assez le temps pour le consommer puis tu passes d'autres choses après. Là, oui, totalement. Totalement. Puis c'est vraiment une belle expérience de travailler là. Et l'équipe était quand même petite aussi, donc il y avait peut-être une atmosphère un peu plus familiale comparée à Québécois Média où je ne connaissais pas le 3/4 des personnes avec qui je travaillais. Combien de temps tu as été à Québécois? J'ai fait 2 ans, puis 2 ans en métro aussi. OK. Puis maintenant, ça fait combien de temps tu es indépendant? Fait 1 an. 1 an? Oui. Puis ça a été à ton choix ou ça a juste été comme peut-être, regarde, dernièrement, il y a des coupures malheureusement, là, mais c'est quelque chose dans ce genre-là? C'était avant les coupures, mais je commençais à avoir atteint certaines limites, puis sentir que je devais... Fait que tu te vois-tu que tu es toujours à la recherche de toi-même? Penses-tu t'avoir trouvé maintenant étant indépendant ou tu penses que en ce moment, il va peut-être avoir encore genre cette continuité de « j'ai fait ce que j'ai à faire, laisse-moi voir quelque chose d'autre ». Écoute, comme journaliste, c'était parfois difficile de savoir parce que le métier bouge tellement, puis il y a tellement ça fluctue tellement que c'est vraiment difficile de me projeter dans l'avenir dans genre 2-3 ans.
plaisir. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? On ne sait pas les portes qui vont s'ouvrir à moi, les opportunités qu'il va y avoir. Donc. Ferais-tu des trucs internationaux? C'est un de mes objectifs pour 2024, de commencer ça. OK, fait que j'ai touché une bonne corde. Ouais. Y a-tu quelque chose en particulier qui est international? En ce moment, ça doit être tellement fou de lire vraiment les journalistes qui couvrent les guerres, par exemple, les conflits. Mais déjà, justement, quand on parle d'international, la première chose à comprendre sur le journalisme, c'est que le journalisme, ça s'écrit sur place. Comme moi, je suis à Montréal, je peux écrire sur Montréal, mais si, mettons, quand le Journal de Montréal, mettons, couvrait la crise des camionneurs, il avait envoyé du monde à Ottawa. Donc, pour faire du journalisme à l'international, il faut aussi être sur place. Donc, j'ai quelques voyages prévus en 2024, puis j'essaie de prévoir des reportages que je vais pouvoir pitcher à des médias d'ici. Où t'aimerais aller? Où tu vas aller? OK, c'est quoi le continent? Afrique? Je ne vais pas en parler trop pour l'instant, comme c'est pas encore... Ouais, j'aime ça, genre juste gratter parce que je trouve tout intéressant de voir vraiment où est-ce qu'on s'en va, mais c'est cool, mais... J'ai déjà quelques idées prévues, puis on verra ensuite, mais je ne vais pas trop m'avancer, vu que c'est pas encore officiel. OK, bad, good. Mais est-ce que tu pourrais continuer à faire, mettons, ton mandat que tu fais ici, advenant que tu ailles ailleurs? Oui, dans le fond, mon contrat comme rédacteur en chef, c'est à temps partiel, donc ça me laisse sans masse de temps pour faire d'autres projets sur le côté. Puis... Et de où a commencé vraiment cet intérêt-là pour le journaliste, couvrir vraiment les nouvelles? De où ça commence, ça? Les hasards de la vie. C'est une réponse totalement que les gens n'entendent jamais, mais ce sont les hasards de la vie. Qu'est-ce que tu faisais avant? En fait, pendant longtemps, je pensais aller travailler dans le domaine du sport. Je suis quelqu'un qui était vraiment athlétique. Plus jeune, j'ai joué au football au secondaire. J'ai fait de la boxe aussi. Mais à un moment donné, je me suis blessé gravement à l'épaule dans un sparring en boxe. J'ai dû me faire opérer à l'épaule 2 fois. Donc, le domaine du sport, c'était off. À la base, c'est ça. Je voulais aller en kinésiologie à l'université pour travailler ensuite dans le domaine du sport. Mais c'était off, donc je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Je me suis inscrit en histoire à l'Université de Montréal. C'est une matière que j'avais toujours aimée. Puis à un moment donné, j'étais en train d'étudier à la bibliothèque tard le soir. Et j'ai vu une publicité pour le journal étudiant qui cherchait du monde. J'ai décidé de me lancer. Puis à partir de là, de fil en aiguille, je suis devenu journaliste. Wow, OK. Intéressant. Puis tu dois considérer que tu as une belle plume aussi. Ouais, j'imagine. C'est-tu un atout ou c'est vraiment comme primordial? Est-ce que tu peux être vraiment... Dois-tu faire du genre du storytelling, puis être capable de vraiment mettre la personne qui va lire ton article dans un état, peut-être autant genre de contexte, ou tu vas directement à l'information? Genre, il faut-tu que tu sois un storyteller aussi pour pouvoir devenir journaliste? Ou juste couvrir. Ça dépend du genre de texte, essentiellement, je dirais. Mais c'est sûr, à la base, il faut que tu écrives bien, il faut que tu aies un bon sens de l'information. C'est la base du métier. Mais après ça, par exemple, ça dépend vraiment du genre de texte. Il y en a qui peuvent faire un peu plus, justement, de storytelling. Il y en a aussi vraiment plus informatif. Ça dépend vraiment du sujet que tu couvres et de ton oncle. OK. Cool. Puis, admettons des magazines, des trucs comme ça, des blogs. As-tu un blog? Non, je n'ai pas de blog. T'as-tu pensé à en faire un? On me propose souvent, mais je ne sais pas jusqu'à quel point c'est quelque chose que je ferais. As-tu un Substack? Pour l'instant, le plus proche que j'ai, c'est page Instagram où je fais régulièrement des diaporamas sur les fausses nouvelles, par exemple, ou sur le monde des médias. Mais ça, c'est cool parce que oui, définitivement, j'ai vu ton nom sortir une couple de fois sur où est-ce que tu as apporté lumière à certains sujets. Selon toi, jusqu'à date, ça a été quoi le plus gros conflit en 2023 au Québec? On va dire social, pour ne pas rentrer dans les médias encore. Le plus grand conflit social au Québec en 2023. C'est une question totalement inattendue. Je pourrais difficilement me prononcer. Pour vrai, je ne pourrais pas dire. Puis, surtout aussi, comme journaliste, ça c'est important aussi. On reste toujours factuel. On évite toujours de donner notre opinion. Mm-hmm. Comme, par exemple, quand je vais faire un texte, ça va toujours être à la 3e personne. Et on essaie d'avoir les points de vue de tout le monde pour qu'après ça, le lecteur puisse se faire sa propre idée à partir des témoignages des personnes qui pensent une chose et des personnes qui pensent le contraire. Je vois.
Est-ce que parfois tu joues à l'avocat du diable? C'est pas mon rôle. C'est pas ton... Non? Non. C'est pas Ça, ton rôle plus- ou c'est pas ton style? C'est pas mon rôle. OK. Fait que y a des personnes qui ont vraiment acquis ce rôle-là parce qu'ils doivent le faire? Ben, je dirais que ce serait plus le rôle des chroniqueurs. Dans le fond, comme je disais, moi, mon rôle, c'est d'apporter l'information. Moi, c'est d'arriver avec des faits. Qui, quand, quoi, comment, pourquoi et où. Le chroniqueur, lui, son rôle, c'est de donner son opinion sur un fait, sur un sujet. Il faudrait que j'ai un chroniqueur ici aussi. Juste pour voir les deux nuances. Mais parce que, gars, je viens d'apprendre ça, je suis comme, OK. Peut-être je viens de voir peut-être la nuance puis la différence entre, c'est quoi, même donner une définition de quoi un chroniqueur. Comme moi, un journaliste, comme mettons, si, comme quand je travaillais à la police municipale, si la mairesse Plante faisait une annonce, mon rôle, c'était d'expliquer c'est quoi exactement l'annonce, qui ça va toucher, comment, avoir, par exemple, des réactions des personnes qui pensent que c'est une bonne idée, des personnes qui pensent que c'est une moins bonne. Tandis que le chroniqueur, lui, son rôle, ça va être de regarder ça et de dire voici ce que j'en pense et voici ce que vous devriez en penser. C'est qui le plus gros chroniqueur du Québec? Écoute, les plus connus, Richard Marcineau, Mathieu Bloc-Côté, Isabelle Haché, Patrick Lagacé. OK, ouais, non, des noms que je vois souvent. Ouais. Y en a-tu un qui a une préférence de son style d'opinion, parfois? Je me prononcerai pas. OK, c'est bon, je te comprends. Non, mais gars, pas de problème. Puis, gars, je trouve ça super intéressant de découvrir juste des personnes comme ça, de voir comment ils voient les choses. Je sais que, tu sais, un sujet que je vois que elle semble te tenir à cœur aussi, puis à cause de juste des événements, parce que je vois la diversité. Oui. Comment la vois-tu, la diversité à Montréal? Mais écoute, je suis grandi à Montréal. Dans l'Est de Montréal principalement, j'ai des amis de toutes les communautés. Donc, c'est quelque chose qui me touche à cœur. Puis surtout aussi, en devenant journaliste, ça fait en sorte que j'ai un réseau totalement différent. Parce que c'est un truc aussi. Quand tu es journaliste, on ne va pas nécessairement te dire genre « Ah, il y a telle histoire qui est intéressante ». C'est plus, tu vas entendre parler de trucs intéressants à travers ton réseau de contacts. Mm-hmm. Sauf que le journaliste blanc, dont tous les amis sont blancs, il n'y a pas accès à toutes ces histoires-là que moi, je vais couvrir, par exemple. Ça serait ton edge, genre ton branding, genre vraiment, tu es capable de couvrir d'autres sujets que, tu sais, vraiment, tu sais, québécois comme ça. Oui, exactement. Puis souvent, les gens aiment ça, puis souvent, les textes ou les sujets que je couvre sont repris ailleurs par la suite. Je vais donner un exemple. Bon, tout le monde connaît maintenant Taille, mais j'avais été le premier journaliste à m'intéresser à lui à l'époque où Occupation Hood, c'était juste une émission Instagram. Puis donc, j'avais été le premier à le rencontrer, je l'ai interviewé, l'article était sorti. Puis par la suite, genre, c'est comme si tous les autres médias ont fait genre, wow, c'est une vraie histoire. Puis tous les autres médias se sont intéressés par la suite. C'est intéressant, ça. Fait que tu as vraiment réussi à donner les lumières à d'autres, à une personne. Puis... Mais dans ce cas-ci, je pense que genre, il aurait quand même réussi à blow up tôt ou tard, mais c'est sûr, je lui ai donné une certaine le premier qui au le début, spot. c'est ça. OK, nice. Tu as-tu déjà rencontré? Ouais, ben, bien sûr, pour faire l'entrevue, ouais. OK, fait que, OK, je vois genre. Duh, my bad. Non, c'est vrai. Cool. Ben, regarde, quelque chose que, tu sais, vraiment que je voulais aussi qu'on discute beaucoup, tu sais, depuis que, tu sais, nous autres, moi, c'est drôle, regarde, je suis un marketeur. Au début de la pandémie, je suis rentré dans la game des podcasts dans le but de faire promotion d'une formation de marketing que j'ai jamais lancée, mais je suis en train de tenter, guys. Donc, allez voir le RM Experience. Je suis en train de me plugger actuellement. Mais, entre autres, ce que je voulais dire, c'est que au fur d'avoir évolué dans ce médium-là, où est-ce que j'avais une intention de faire quelque chose initialement pour une telle raison, ça a comme grossi, tu sais. Je commençais à connaître je connaissais déjà le monde podcast, mais être vraiment un créateur de podcast déjà là. L'animer, c'est une chose, mais même aller encore plus gros à en produire, c'est devenu quelque chose d'autre. Fait que là, je me rends compte que shit, ça fait 3 ans que je fais ça, je suis rentré dans le monde des médias. Qu'est-ce que je fais dans le monde des médias? J'ai pas rapport ici. Je suis un gars de business marketing. Maintenant, je suis en train de vous comprendre un autre domaine que dans ma mi-trentaine, là, j'ai découvert. Question que je voulais te poser. Comment tu vois, toi, tu es vraiment un journaliste que vraiment il a travaillé dans le métier, dans l'industrie, avec tout ce qui se passe aussi, voir d'autres, admettons, des personnes indépendantes devenir vraiment une nouvelle source de journalisme, mais qui n'ont pas nécessairement un titre ou vraiment un background, études, travail, quoi que ce soit comme ça, associé à ce qu'ils font exactement, parce qu'ils font
Ils livrent de l'information. Il y en a qui sont quand même très bons à le faire objectivement. Puis est-ce que ça serait vraiment la base du journalisme? Fournir l'information au public objectivement? Comme tu as dit, c'est vraiment la base. Puis ce qui est intéressant par rapport à ça aussi, c'est au Québec, le métier de journalisme, c'est pas un métier qui est, qu'on pourrait dire, qui est protégé. Dans le sens où il n'y a pas d'ordre des journalistes. Il y a une fédération des journalistes, mais on ne te demande pas vraiment d'être membre de la FPJQ pour pouvoir écrire des textes ou pour être embauché quelque part. OK. Donc, n'importe qui pourrait se proclamer journaliste à condition d'écrire des textes. Toi, tu le vois-tu comme c'est une bonne chose, tant mieux, ou tu vois comme peut-être il devrait avoir un ordre et un contrôle pour séparer qui vraiment pourrait détenir ce titre-là à cause des compétences, de l'expérience, contrairement à qui est juste peut-être un fournisseur d'informations ou peut-être un créateur de contenu? C'est sûr que là, les frontières sont un peu floues, mais en même temps, ça ne touche pas nécessairement le même public non plus. Comme j'ai dit, journaliste, on est souvent vraiment très factuel avec les faits, avec les dates, avec les projets. Tandis que souvent, les personnes qui vont justement avoir des podcasts ou, mettons, être sur Instagram Live ou des trucs comme ça, TikTok, ça va plus être des personnes qui vont un peu donner leur opinion, se mettre de l'avant. Donc, je ne le vois pas comme une menace vraiment pour moi. C'est plus quelque chose qui est en parallèle d'une certaine façon. Ben, c'est sûr que c'est comme... Parce que je prends l'exemple, ça j'ai donné une couple de fois, mais je trouve ça, genre, ça mérite vraiment d'en parler. Il y a une chaîne, WSC, tu connais? Non. WSC, ça veut dire World Star Canada. C'est comme la chaîne World Star aux States. OK, oui. Parce que c'est vraiment un blog de vidéos, puis ça dérape, c'est devenu vraiment très culturel. Là. Ben là, tu sais, c'est encore là les gars qui ont repris ça, tu sais. Il a juste mis World Star Canada, puis World Star Montréal, puis maintenant World Star n'importe quoi. J'utilise le branding pour bâtir peut-être une source d'information locale. Fait que World Star, à la base, c'est un blog de vidéos, de divertissement. À cause de les lois, puis là, on commençait à rentrer dans les lois dernièrement, puis ça, c'était depuis le C18, une plateforme comme la sienne a comme vu le jour en termes de fournisseurs d'informations, de nouvelles. Puis c'est là que je dis que tu as fait la nuance que peut-être des personnes que, comme nous, ou de cette façon, on va aller plus sur l'opinion. Mais je trouve que quelqu'un comme lui, il a peut-être vu qu'il pouvait donner des nouvelles parce que, regarde, qu'est-ce qui se passe avec le C18, les grandes lignes, c'est que le gouvernement veut, corrige-moi, le gouvernement veut d'une certaine façon taxer les grandes plateformes. C'est qu'il y a les grandes plateformes, oui. Meta, Google. Meta étant Facebook, Instagram. Donc, Meta a dit « Nope, je ne paierai pas. » Google a dit « Attends, on va attendre jusqu'à la fin, la date, pour voir si on prend une décision ou non. » Puis, ensuite de ça, ben, les nouvelles ne sont plus disponibles, comme vous l'avez sûrement vu, sur Instagram, par exemple. Mais comme lui, sa page, c'est une page de blog avec 130 000 followers à peu près, très niche, ben, il va prendre des gros titres, admettons, des nouvelles ou de n'importe quelle source de nouvelles et le mettre dans sa page. Fait que là, c'est comme rendu, si tu cherches de l'information sur une nouvelle locale, tu tournes vers sa page. Mm-hmm. Ouais, c'est pas le seul non plus. Je vois ça beaucoup aussi sur le web en ce moment. Écoute, pour moi, comme journaliste, je trouve ça dommage. Parce que ces personnes-là font aucun contenu, ils font juste voler celui des autres. Mais écoute. Mais admettons, si quelqu'un comme lui, il me semble qu'il doit le faire, là, c'est quand même une base de donner crédit à qui a fait l'article. Si ça est redonné, tu sais, vraiment le crédit à la personne. Je pourrais pas dire pour Wallstar dont ils le font, mais je dirais qu'il y a beaucoup de blogs sur Internet qui ne vont pas le faire. Qui vont prendre une nouvelle, puis pratiquement copier-coller un texte ou en changeant quelques petites choses, puis qui vont en remettre, puis sans donner le crédit. Tu t'es déjà fait voler des textes comme ça, toi? Ou C'est déjà arrivé, oui. OK. Comment tu as réagi? T'as-tu comme fait ça? J'ai prévenu ma direction, puis son son occupé. Puis... OK, c'est bon. Dans certains cas, ça s'est terminé par une mise en demeure. Ou, d'autres, je n'ai pas suivi, mais... Mais tu sais, fait que je prends ce cas-là, c'est 18, ce cas-là, puis les nouvelles sur Instagram, Facebook. Tu sais, je vois sa page, puis comme quelque chose que, tu sais, j'ai eu une couple d'échanges avec lui, je suis comme, il y a quelque chose de très spécial que, admettons, la loi est en train de créer. Puis moi, ma plus grande vision, c'est que quand tu mets une barrière à un être humain
qui a le désir de faire exactement ce que tu es en train de le freiner, il va toujours trouver une façon d'atteindre son objectif final. Là, ici, je mettrais une petite nuance. C'est Vas-y. pas la loi qui crée ça, c'est Facebook et Meta qui est une entité privée. OK, c'est bon. On va... Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, il y a la crise des médias avec beaucoup de fermeture des médias. Et donc, pour essayer d'y remédier, le gouvernement a donc eu l'idée de cette loi-là qui forcerait les gens du web à redistribuer une partie des revenus publicitaires aux différents médias dont ils prennent le contenu. Et la réaction des Meta, ça a été de dire, plutôt que de redistribuer donc, une partie des revenus publicitaires, on va juste arrêter de partager le contenu des médias. Puis dans le fond, c'est eux qui ont décidé, selon leurs propres critères, ce qui constitue un média, ce qui en est pas, ce qui a un blog, ce qui en est pas. Ouais, non, il y a tellement une zone grise sur ça. Là. Mais c'est pas le gouvernement, c'est vraiment Meta qui a ça, décidé c'est Meta. de Ça, vous êtes en accord, c'est Meta. Par contre, ça a été quand même la réaction du gouvernement face à ça. Puis peut-être, je sais pas si on fait une évaluation de ça va être quoi la réaction des grandes plateformes une fois qu'ils vont annoncer, peut-être, mettons, le projet C18. Je me dirais qu'ils ont des personnes compétentes au bureau qui ont peut-être dit, ouais, peut-être Facebook va se fâcher contre ça, ils vont pas le prendre. Oui, mais en même temps, Facebook, c'est une entité privée. Pourquoi elle serait dispensée de respecter les lois ici? Mais juste 100%. Fait que, penses-tu que le gouvernement fait la bonne chose en voulant, parce que, regarde, les grandes lignes, la volonté derrière ça, oui, tu dois vendre ton nouveau projet. Oui, je trouve que c'est comme la grande ligne, c'est justement leur argument, c'est de redonner redonner aux médias canadiens ce que, mettons, les plateformes privées sont en train de peut-être récolter en revenus. Right? Est-ce que ça me permet de faire un très long détour? Vas-y. Okay. Let's go. Donc, on va commencer par parler un peu c'est quoi la crise des médias puis pourquoi il y a ça. Bien donc, dit. à la base, les médias donc, avaient deux grandes sources de revenus. Il y avait les revenus d'abonnement. Donc, ça, c'est par exemple la personne qui s'abonnait pour recevoir Le Devoir chez lui chaque jour ou la presse chez lui chaque jour, ou etc. Et il y avait les revenus publicitaires. Donc, ça, c'est, mettons, le restaurant qui paye pour que son annonce soit affichée dans le journal, etc., ou commerce, ou peu importe, vous en avez déjà vu, donc il y a des publicités dans le journal. Sauf qu'avec donc l'essor d'Internet et des réseaux sociaux, ces deux sources de revenus-là sont chute libre. Abonnement, il y a plus grand monde qui veut s'abonner à un média pour le lire sur Internet de nos jours, malheureusement. Donc, les revenus d'abonnement sont en chute libre. Et les revenus publicitaires sont accaparés par les GAFAM, donc Google, Facebook, Apple, Amazon. Et, Netflix, des fois, est dans la discussion. Pas dans les GAFAM, mais en tout cas, donc, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Microsoft. Puis, donc, au Canada, à eux seuls, Facebook et Google accaparent 80% de tous les revenus publicitaires. Dans le fond, parce que pour l'entreprise, c'est plus logique de payer pour afficher son annonce sur Facebook que de payer pour l'afficher dans le journal, sur le site web du journal. Mais, admettons, un journal comme ça a quand même genre vraiment l'opportunité de faire des revenus publicitaires à cause de leurs médias sociaux, qui est la plateforme Facebook. Non, parce que c'est Facebook qui va empocher ces médias-là, ces revenus-là. Ouais, mais Facebook, oui, va prendre peut-être sur le côté publicitaire, mais du côté sponsor, où est-ce que la relation, elle est faite un direct, admettons, le média puis la marque, ben ça, c'est vraiment comme... Parce que la marque veut s'afficher, admettons, dans ce média-là. Fait que ça, c'est Facebook ne touche pas nécessairement des parts à ça. Non, mais si la marque s'affiche directement sur le site web, mettons, de la presse, non, Facebook ne va pas toucher de revenus, mais si la marque décide de s'afficher sur Facebook, même si après ça, la personne qui défile voit la publicité, ça ne va pas aller dans la mais parce que si Facebook, où est-ce que oui, ils ont pris l'argent, c'est que, admettons, la marque, elle va aller mettre son argent en publicité sur Facebook parce que, tu sais, vraiment, elle peut aller reach une plus grosse audience. T'sais, ici, il y a comme l'autre nuance où est-ce que, admettons, le journal peut avoir sa page Facebook avec X nombre d'abonnés, ben, peut quand même avoir de l'espace publicitaire pour la même marque, puis dans une niche plus ciblée, right? Sauf que ça devient de plus en plus difficile d'en vendre puis d'avoir des revenus publicitaires par rapport à ça.
Donc, sais, dans le fond, ouais, vas-y. le but de ce projet de loi-là, c'était d'amener un certain rééquilibrage. Comme j'ai dit, à eux seuls, Facebook et Google, c'est 80%. J'ai dans mes notes, je peux le sortir Ouais, si tu vas-y, veux. vas-y. C'est bon que tu as les notes. Attends. Désolé, j'en ai beaucoup. Parce que, entre autres, derrière ça, je t'ai juste parlé pendant que tu cherches, mais entre autres, derrière ça, moi, où est-ce que je trouve, où est-ce que je comprends l'argument, mais à la fois, les médias, puis ça, c'est où est-ce que je me manifeste en ligne, c'est que peut-être les modèles d'affaires comment ça devrait changer parce que les médias vont changer. La technologie va va changer nos comportements, puis la bataille ici est basée sur on va continuer à rouler notre même modèle d'affaires qu'on a. On ne va rien modifier, mais là, il faut qu'on vienne casser les couilles. Il y a peut-être un nouveau joueur qui a trouvé juste une nouvelle façon technologique. OK. Mais donc, je l'ai. Seulement au Canada, en revenus publicitaires, et seulement pour 2022, Google et Facebook, ça serait 7,5 milliards en revenus publicitaires. Ouais, c'est du cas. C'était quoi avant? As-tu appris un chiffre? As-tu une idée du chiffre? Non. Dans le fond, ça, c'est les estimations du gouvernement qui ont sorti. Facebook avait déclaré des revenus, je pense, de 40 milliards publicitaires pour l'Amérique du Nord, Canada et États-Unis. C'est Facebook. Facebook. Je serais curieux de voir c'est quoi la valeur totale publicitaire totale vraiment en médias ici au Canada. Mm-hmm. Parce que si 80% du 8 milliards, ça veut dire que quoi, 10 milliards, c'est ça la valeur? Si tu dis 80... De 7,5 milliards, donc 80% qu'ils s'accaparent, donc il resterait 20%. Donc c'est peut-être environ, tu as raison, peut-être environ 10 milliards au total de revenus publicitaires. Mais parce que, gars, OK, je viens de voir. Fait que dans le fond, il reste à peu près 2 milliards pour tout le reste, ouais. Mais est-ce que le marché valait 10 milliards avant l'arrivée de ces modèles d'affaires-là? Je pourrais pas dire. J'aimerais ça qu'on essaie de voir, de pousser, parce que c'est là que, c'est là que moi, genre, ma compréhension, si cette valeur-là, si, admettons, hypothétiquement, on va dire que la valeur était de 2 milliards avant, c'était ça la valeur des médias publicitaires avant. Puis maintenant, c'est rendu à 10 milliards. Puis que, admettons, ces plateformes-là, ils ont 80%, mais elles n'existaient pas avant. Fait que même à ça, le montant, oui, il n'a pas nécessairement shifté à un autre marché, il a juste innové. Je crois pas que ça soit vraiment un nouveau revenu. D'après moi, c'est plus un déplacement parce que, comme j'ai dit avant, les gens, quand il y avait de l'argent dépensé en publicité, ils achetaient pour que ça soit diffusé, mettons, dans le journal local ou ils achetaient pour que ça soit diffusé à la télé. Maintenant, donc, ils investissent moins pour le réinvestir ailleurs. La proportion de revenus publicitaires qu'ils gardent, c'est juste réinvesti ailleurs. Donc, C18, dans le fond, c'est ça. Le but, c'est de comme taxer les grandes plateformes pour qu'un pourcentage s'en aille vers les médias. Oui, exactement. Puis, dans le fond, c'est juste d'amener un certain rééquilibrage. Un autre exemple, mettons, ça serait si tu es abonné au câble, à la télévision par câble, tu vas payer pour ton abonnement pour Vidéotron, mais tu ne vas pas payer, mettons, directement RDS ou tu ne vas pas payer directement NACF TV. C'est Vidéotron qui, eux, vont prendre l'argent de l'abonnement pour le redistribuer ensuite à RDS ou Vidéotron sur un pourcentage qui est déjà établi. Le principe, dans le fond, de C18 ou C18, c'est un peu le même principe. C'est de dire, genre, vous faites aucun contenu original, vous reprenez donc le contenu des autres. Donc, on veut juste vous redistribuer un peu de cet argent-là ailleurs. Ouais, mais encore là, je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est acceptable. Ouais. Il y a l'Australie qui avait fait une loi semblable aussi. Il y avait eu un blocage des nouvelles également. Ça s'est terminé finalement par une entente négociée entre Facebook et l'Australie. Par contre, on n'a pas les détails de l'entente. Puis, ce qui est sûr aussi, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de pays qui regardent ce qui se passe au Canada et qui attendent de voir si c'est le gouvernement ou Facebook qui vont ressortir gagnant pour voir si eux aussi peuvent faire des lois semblables pour leur propre pays. Mais penses-tu que les médias, les grands médias sont capables doivent dépendre sur cette redevance-là ou ils ont les capacités de peut-être développer des nouveaux modèles d'affaires? Écoute, en ce moment, il y a une crise des médias, il y a beaucoup de fermetures un peu partout.
Comme dans les derniers mois, il y a eu quoi, genre 1500 postes, je pense, coupés à Bell. Attends, ouais. Journal Métro a fermé. Ça, je les ai. Attends, j'ai OK. ça. Check ça. Bell Media, moins 1300 postes. Québécois, moins 547. Radio-Can, dernièrement, moins 700 postes. Fait qu'on parle d'après 2500 postes en médias au Canada. Ouais, quand même. C'est quand même beaucoup. C'est énorme, ouais. C'est quand même beaucoup. C'est quoi le salaire moyen? 80 000? On va dire, on va juste voir juste. On dit bang, 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 bang. Je suis curieux en ce moment, fait que. Pourquoi il faut avoir mes calculs? Je suis pas une calculatrice. Mais non, en ce moment, c'est vraiment. 200 millions, on va dire. OK, c'est beaucoup. Oh, c'est beaucoup. OK, il y a une dernière nouvelle qui est sortie dernièrement. Je pense, j'ai vu ça le 3 décembre. On est le 12-13 actuellement. Tu l'as-tu vu avec Google? Dis-moi, c'est quoi la nouvelle exactement? Bon, là, la date officielle que la loi C-18 allait rentrer en vigueur le 19 décembre. Puis contrairement à Facebook, du moment qu'ils ont pris connaissance de cette loi-là, comme ils ont juste retiré tout, ils ont tiré la plug. Google, au contraire, ils ont dit, tu sais quoi, nous, on ne va pas le retirer, vous allez quand même avoir accès, mais dès que s'il n'y a pas d'entente, à partir du 19 décembre, on retire. Oui. Là, la nouvelle dernièrement qui a eu lieu, une entente a été convenue entre Google et le gouvernement. OK, bon, j'en avais peu conscience, mais tant mieux dans ce cas. L'entente, c'est de 100 millions. Parce que l'affaire, c'est que l'argument était derrière ça, c'est que le gouvernement voulait un système par clic, fait que chaque clic allait être taxé. Puis il y a à peu près 3,2 millions de clics vers les nouvelles. Fait que dans le fond, c'est genre, si tu prends $1 de ça, même 25 sous, c'est quand même beaucoup d'argent. Fait que c'est quelque chose, c'est ça le modèle que le gouvernement voulait. Puis Google, c'est là qu'ils n'étaient pas down. Puis ça, c'est que Facebook n'est pas down non plus. Mais par la suite, ils ont entendu pour Google dire, je vous donne 100 millions. Puis là, ils étaient comme gouvernement, comme, OK, ben ça donne, on a 100 millions pour 2024, mais la bataille n'est pas finie. Écoute, on verra ce qu'il va devenir de ça. Je ne sais pas non plus que le projet de loi 6-8, c'est parfait. Probablement, ça pourrait être amélioré encore. Mais c'est sûr qu'à la base, c'est vraiment... ça part de bonnes intentions pour essayer de trouver une solution à la crise des médias, puis au déplacement, justement, des revenus publicitaires sur le web. Puis, donc... Non, définitivement, gars, je dis pas le contraire. Tu sais, les intentions sont là. C'est le problème, c'est les intentions. C'est les intentions pour qui? C'est-tu pour les créateurs, pour les médias ou pour les personnes qui font rouler la machine? Tu sais, c'est là parce que, gars, moi, quand tu rentres en profondeur dans le C-18, il y a des nuances. C'est comme... c'est-tu le C-18 ou c'est le 11? Ça, c'est peut-être là où est-ce qu'on va avoir la confusion. Parce que le C-11, c'est le Online News Act. Oui. Puis le C-18, c'est de la loi sur les nouvelles en ligne. Mais c'est à peu près la même chose. Pas tout à fait. Il y en a un, c'est... sur les plateformes. Oui. Le C-11, je pense que c'est ça, là, directement pour les plateformes. Fait que dans le fond, parce que là, il y avait genre... parce que la grande question, c'est, OK, on va dire, il y a un 100 millions maintenant qui va se débloquer pour le Canada. C'est quand même peu. Si on veut le calculer, on va dire, les 2500 postes à 80 000 en moyenne, on va dire 200 millions, puis il y a 100 millions qui vient être récupéré. Regarde, moi, c'est là que j'ai comme un peu genre de la misère à voir qu'est-ce qui va se passer avec même cet argent, même si le gouvernement récolte cet argent-là. Même si ce soit 1 milliard qu'ils vont chercher. Écoute, ça va... Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça va empêcher des fermetures, possiblement, on verra bien, mais... Parce que, regarde, c'est là mieux 100 millions que rien du tout. Et c'est probablement ça que le calcul que le gouvernement fait. Oui, c'est mieux ça. Ou peut-être... parce que le problème avec les grands médias que je trouve ici, surtout, c'est qu'ils sont comme conditionnés à le même modèle d'affaires. C'est comme il n'y a pas d'innovation dans le modèle d'affaires. C'est toujours la même chose. Regarde, tu as remarqué que l'abonnement ne marche pas. Il n'y a personne qui va s'abonner à ça. Tu as remarqué que peut-être, genre les nouvelles, tu commences à perdre les sponsors, tu perds. Il y a un contrôle derrière ça qui s'en va, qui se dirige vers, on va dire, les Facebook.
Fait que c'est quoi les autres modèles d'affaires qui restent vraiment à développer? Puis c'est là que peut-être on va pouvoir trouver peut-être certaines suggestions. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas de, mettons, recherche exponentielle à essayer de trouver quelque chose de nouveau. Là, c'est quand on va faire qu'est-ce que le gouvernement a toujours fait, c'est on va juste taxer, puis on va garder le même modèle dinosaure. Parce que la CRTC, c'est le pitbull genre des médias du Québec. Fait que c'est eux autres qui, en bout de ligne, c'est eux autres qui vont vraiment gérer tout ça. Right? Fait que, tu sais, parce que là, dans les créateurs de contenu, admettons les podcasts, la grande question, c'est s'en va où cet argent-là? Parce que c'est quoi que ça définit? Parce que, gars, il va voir, admettons, hypothétique, l'argent rentre, boum, cet argent-là doit être redistribué. Puis là, ça a été annoncé, j'ai même des lignes ici. Attends. Ça va être redistribué vers, évidemment, les gros médias. Quel pourcentage ça va vers les gros médias? Les médias indépendants, comme nous, les régionaux, parce que les autres sont en train de tomber. Autochtones. Au Québec, il va y avoir vraiment un montant francophone. C'est ça quand je disais justement que la loi n'était pas parfaite, c'est exactement l'exemple. Puis comme quand je disais justement qu'en Australie, il y avait une situation semblable, au final, les plus gros médias avaient été ceux qui ont été ressortis le plus gagnants au détriment justement des journaux un peu plus locaux, communautaires ou plus petits. Parce que, regarde, si on prend le cas par exemple, puis c'est là que, tu sais, moi, j'ai fait un post dernièrement, puis il y a quelqu'un même qui me l'a relancé dans un podcast. Mais en 2024, mon conseil marketing, j'ai fait une vidéo, j'en parle tout le temps. Ça, c'est vraiment mon gros argument. En 2024, ce que quelconque entreprise qui fait du marketing, qui a un budget marketing, tu veux avoir du succès, tu dois bâtir une communauté. Point final. En ce moment, là, tout le monde est dans les tribus. C'est qui va avoir la plus grosse tribu, parce qu'une tribu, contrairement à peut-être avoir des clients, c'est que ta tribu, elle a ton back, elle t'écoute, elle va te supporter, elle va t'encourager, ils vont acheter des produits, ils vont aussi vraiment être des ambassadeurs, te référer. Fait que ça, qu'est-ce qui se passe quand tu bâtis une communauté? Donc, les big médias, où est-ce que eux autres, leurs problèmes, regarde, si on prend le cas, par exemple, tu n'as pas de communauté, tu factures du monde pour le câble, puis de ce fait, genre, ils perdent des revenus, personne, tu sais, vraiment, c'est sûr que l'argent s'en va sur Facebook, parce que dans le câble, il n'y a plus nécessairement du contenu pertinent, parce que si je veux avoir du fun, ben j'écoute le contenu qui va sur YouTube, qui va sur Facebook, parce que c'est ça qui me divertit. Ce shift-là de comportement où est-ce que le monde s'informe, s'éduque, se divertisse, n'est plus au sein du câble. Fait que ça, c'est vraiment des pertes d'emploi qu'on a remarqué, que je trouve que ces grands médias-là sont juste... ils ont la tête dure à continuer à convaincre, à vouloir comme il faut que ce soit le câble. Il y a 2 articles à la presse qui sont sortis la semaine dernière. Les 2, c'est comme un suivi d'un de l'autre. Regarde, je disais même les print screens. Parce que c'est là que je trouve comme, guys, comme yo, arrêtez de niaiser avec votre modèle d'affaires. Vous n'êtes pas en train d'essayer de trouver quelque chose de nouveau. Je vais lire celle-là, parce que j'ai le titre, mais sinon j'ai le... Regarde, qu'est-ce que ça dit? Actuellement, en 5e secondaire, Magali énumère canadienne les thématiques qu'elle voudrait voir davantage exploitées au petit écran québécois. La drogue, l'alcool, la prostitution, le sexe et problèmes de santé mentale. On n'en parle pas assez. Et pourtant, beaucoup de gens en vivent. C'est qui crée ce contenu-là? Du monde comme nous. C'est où qu'on publie ce contenu-là? Sur Facebook, sur YouTube. C'est sûr qu'ils sont en train de perdre du cash, les grands médias. C'est que si des jeunes, c'est ça qu'ils veulent écouter, puis cette information-là est disponible sur d'autres pages, pourquoi, mettons, les grands médias ne vont pas commencer à faire du contenu adapté où est-ce que la source, où est-ce que l'attention, elle est? Au contraire, puis je te donne la parole. Au contraire, ben, ça continue avec le récit de, ben, on va taxer on va taxer Facebook parce que je veux continuer à forcer le câble qui est en train de perdre auprès d'une audience qui s'en fout. Écoute, là, j'ai l'impression qu'on mélange plusieurs notions. OK. Comme le câble, justement, je suis bien d'accord qu'il manque de représentativité à la télé, puis c'est pas un grand secret, c'est quelque chose qui est dénoncé depuis longtemps. Mais je pense pas que c'est vraiment... qu'on peut vraiment mettre ça dans le même bateau que la situation des médias qui produisent de l'information comme Le Devoir ou comme la presse. Mais parce que je reviens à WSC.
Quand le média, la presse, le devoir, les nouvelles. C'est qu'en ce moment, il y a une nouvelle source de personnes qui créent genre des nouvelles. Est-ce qu'il faudrait plus former ces personnes-là, peut-être à exactement genre le faire d'une façon officielle? Tu sais, tantôt, te dit, il n'y a pas d'ordre. Mhm. Penses-tu qu'il devrait en avoir? C'est une bonne question. En fait, je crois que ce serait surtout important de bien sensibiliser le public, que le public soit plus informé pour savoir, par exemple, comment détecter une fausse nouvelle, comment savoir c'est quoi une source d'information qui est fiable vis-à-vis ce qui n'en est pas une. Je crois que c'est surtout le public qu'il faut sensibiliser par rapport à ça beaucoup plus. Genre, par des personnes, mettons, qui vont faire des blogs douteux ou qui vont faire des médias qui sont un peu plus qui vont avoir une ligne un peu plus douteuse, il va toujours en avoir. Mais c'est pour ça que c'est important de sensibiliser le public pour qu'il soit capable justement de repérer ses pièges, puis d'avoir un esprit critique, puis de se dire, OK, ça a l'air un peu genre n'importe quoi, puis ou OK, mais lui, genre d'où il sort ces informations-là, c'est quoi ses sources? Ouais, ben admettons, tu sais, toi qui es une source fiable. Admettons, je prendrais genre tes articles, puis je les place sur cette page-là où est-ce qu'il y a beaucoup de visibilité. Puis admettons, il y a une demande. Justement, le monde, il voit Félix comme « Oh shit, on peut-tu avoir plus de Félix? » Ferais-tu des mandats comme ça? Sachant qu'il y a une audience qui aime consommer puis ta source, toi étant quelqu'un de fiable? Mais tu vois, comme moi, c'est pas tant que je suis une source fiable. Ben, oui, je suis journaliste, mais dans le fond, quand je vais faire un texte, je vais toujours expliquer d'où vient l'information. Puis même quand je fais un diaporama sur Instagram pour expliquer, je vais toujours indiquer, par exemple, d'où vient l'information. Parfois, je vais partager des extraits d'un projet de loi que j'ai lu, ou parfois, ça va être un jugement de cour, ou parfois, ça va être une conférence de presse d'un élu. Mais je vais toujours indiquer d'où provient l'information. L'information, c'est pas moi qui l'invente, ou c'est pas, elle vient de quelque part. Puis j'ai toujours essayé d'expliquer, genre, comment on fait pour en arriver à ce résultat-là. Puis pour moi, c'est important aussi d'être capable, justement, surtout sur les réseaux sociaux, pour sensibiliser les gens, d'être capable de montrer la démarche, pas juste dire, genre, voici la réponse, c'est X, mais de montrer toute la démarche pour comment on en arrive à ce résultat-là à la fin. Mais tu sais, admettons que... Parce que la question aussi que je veux voir vraiment, ça serait quelque chose qui serait intéressant parce que, tu sais, on est ouvert à la discussion ici, mais admettons, genre, je vais prendre une page comme ça qui a une audience de 100 000 personnes. Là, il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi dans ce domaine-là. On va dire, y a-t-il beaucoup de journalistes qui ont perdu aussi ou c'était du monde opérationnel? Beaucoup de journalistes aussi. Fait que, admettons, les journalistes, maintenant, ça trouve qu'il y a un pourcentage de la population que c'est des journalistes qui viennent perdre leur emploi. J'imagine que beaucoup d'entre eux, soit ils vont se tourner vers des blogs, faire du contenu, vers des nouvelles. Je pense pas. Non? Ah non? Je pense pas. C'est pas payant. Si tu veux être capable de vivre de ça. Mais admettons que le modèle d'affaires le permet de le rendre payant. Écoute, je suis perplexe par rapport à ça, par rapport au fait que le modèle d'affaires permettrait de gagner autant. Mais c'est sûr, il y a du monde qui vont accepter ça, j'imagine. Mais sinon, la plupart des journalistes, mettons, qui vont perdre leur emploi, s'ils ne se replacent pas ailleurs, vont juste faire quelque chose de parallèle, travailler dans les relations publiques, par exemple, ou des trucs comme ça, ou en rédaction. OK. Parce, en bout de ligne, qu'est-ce que je veux sensibiliser, c'est que c'est drôle parce que ça, c'est vraiment de ma perspective où est-ce qu'il commence à avoir des... On est en train de, genre, cette communauté qu'on est, vraiment de médias indépendants, modernes, autant que le podcast, commence à avoir des nouvelles sources de revenus qui se développent. Puis malgré ça, je pense qu'il y a une façon de le monétiser pour que tu fasses ta vie, pour que tu gagnes ta vie. Puis maintenant, c'est juste que le problème, c'est que c'est du monde indépendant avec des ressources limitées comme nous qui est en train d'essayer de trouver des nouvelles façons de justement de fournir cette même ressource-là d'informations fiables, mais à nos frais. Ou est-ce qu'on pourrait peut-être... On pourrait recevoir un certain appui. Et peut-être, moi, je me suis dit, honnêtement, si c'est ça le modèle d'affaires des subventions, peut-être que j'en veux même pas parce que tu deviens trop, genre, c'est une béquille, on dirait que tu marches une subvention à chaque fois.
surtout dans les médias. Ça, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, mais je peux rentrer dans ce sujet-là. Tu sais, c'est des nouveaux modèles d'affaires que je vois d'une façon indépendante qui sont en train de se créer. Puis je pense qu'il y a une possibilité justement de faire ce chiffre-là. La différence que j'ai toujours dit entre, mettons, un média comme nous et un grand média, c'est qu'un grand média, c'est un paquebot. Puis pour qu'il fasse une rotation de 180, même un 90 degrés, c'est long, c'est dur. Ça implique un bateau complet, vraiment tout plein de monde. Un petit média comme moi, une porte se ferme, poup, je me tourne, puis je peux en ouvrir une autre. Puis je peux en ouvrir plusieurs jusqu'à temps qu'il y en a une qui marche. Par contre, aussi, une autre nuance, c'est que produire de l'information, ça coûte cher. Et je peux te manquer de respect, mais ça ne va pas nécessairement produire non plus des nouvelles factuelles. Dans le sens où, par exemple, si tu envoies un journaliste, comme j'ai dit, si tu voulais couvrir la crise des camionneurs, les médias ont envoyé des journalistes sur place. Ça veut dire que tu dois payer le déplacement pour aller là-bas, tu dois payer l'hôtel, la nourriture, tu dois payer aussi le salaire de la personne pendant qu'elle est là-bas. Donc, il y a un certain coût par rapport à ça aussi. Souvent, justement, les gens qui ont des blogs vont juste un peu reprendre les informations qu'ils voient à gauche, à droite, puis ensuite faire de quoi, quelques lignes avec une photo, puis le mettre. Puis c'est pas un travail qui est très difficile, mais l'information qu'ils prennent à la base, ça a été un long processus pour en arriver là. Ouais, non, j'en doute pas. Mais c'est justement là, parce que je comprends ça, puis je pense que même à ça, il y a une façon de peut-être... parce que même si, admettons, on travaille sur un modèle de subvention, est-ce que le gouvernement, actuellement, il y a des subventions pour des journalistes indépendants? Pas à ma connaissance. Toi, ça, c'est l'innovation. Peut-être si tu dis qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a. Peut-être on va juste dire à ta connaissance qu'il n'y en a pas. Moi, je ne sais pas plus qu'il y en a. En ce moment, il n'y a pas tant de subventions gouvernementales, je dirais, pour les médias, à ma connaissance, du moins. Écoute, comme Le Devoir et La Presse, les deux sont des journaux qui sont indépendants en ce moment, donc qui sont des OBNL, qui n'ont pas de propriétaire. Les deux, leur principale source de revenus, c'est les dons de leurs lecteurs. Mais tu sais, regarde, peut-être que je vais revenir à ce point-là. Parce que oui, c'est vrai qu'on revient à la base que maintenant, c'est peut-être Facebook, Google qui font plus la majorité de l'argent, contrairement à peut-être un grand média, un Québécois. Mais d'une certaine façon, moi qui fais de la publicité, du marketing, d'une certaine façon, Québécois faisait quand même de l'argent sur Facebook à cause de la pub. Ça veut dire, par exemple, des personnes qui sont sur Facebook et qui vont cliquer sur un article de Québécois, par exemple? Pas nécessairement un article. Parce que l'affaire, c'est qu'au pire, l'article va être disponible gratuitement, mais la source de revenus de la publicité sur Facebook provient de peut-être un annonceur à cause du grand réseau de Québécois. Fait que, qu'est-ce que je veux dire derrière ça, c'est que... Là, désolé, je ne suis pas sûr de te suivre. Parce que, OK, puis ça va rentrer très marketing. Fait que c'est sûr que tout dépendant à quel point tu es avancé sur du marketing, tu vas peut-être comprendre ce que je veux dire. C'est que, admettons, moi en ce moment, j'ai bâti un réseau avec Blackbox. Une source de revenus que je peux faire, c'est prendre des annonceurs, puis moi gérer un budget de publicité, puis prendre un pourcentage de gestion derrière ça. À cause de mon réseau, je vais prendre, admettons, je vais prendre Rosemont. Puis Rosemont, je vais l'annoncer dans mon réseau en utilisant la publicité Facebook. Fait que oui, je paye Facebook. L'argent de la publicité vient de Rosemont, par exemple. Mais à cause du placement, la gestion, ben moi, je fais un revenu sur ça. Blackbox fait un revenu juste pour le placement qu'il fait pour une marque. Je comprends un peu, mais pour le média, ça viendrait briser sa neutralité. OK. Tu n'es pas censé faire de publicité pour personne parce que justement, ça va être neutre. Parce que si, mettons, il arrive une controverse avec le propriétaire de Rosemont ou peu importe, qui est accusé en cours, si tu veux pouvoir en parler, si tu ne veux pas être là, genre, on ne doit pas en parler parce que c'est notre commanditaire. Ils en parler. Tu sais quoi, j'ai comme un peu un désaccord derrière ça parce que je pense qu'ils le font. Parce que, mettons, quand tu vois la cage au sport là, s'annoncer sur une plateforme de Bell Media
ou de Québécois, Mhm. tu sais, genre, ils vont pas pousser du Saint-Hubert. C'est la cage au sport qui est là. Fait que, il est quand même en train il est pas en train d'avoir un positionnement neutre. Il a pris l'argent de la cage au sport pour le mettre sur Québécois, puis admettons, un de mes amis... Sauf que Québécois va pas faire un article, mettons, parce que, genre, il a reçu de l'argent de... Il va pas faire un article sur la cage au sport parce qu'il a reçu un article parce de que tu vas l'argent voir... de la cage au sport. Ouais, même parce que tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Parce que l'affaire, c'est que, par exemple, parce que juste ça, il n'est pas obligé de faire d'article. Il fait juste récolter genre des revenus parce que, gars, ça me permet de récolter les revenus. Fait en ce moment, là, il y a 100 millions qui vont être divisés entre multitudes de sources. Fait qu'on va dire Québécois sur 100 millions canadiens. Fait que je trouve que c'est beau, très peu d'argent pour tellement de monde. Fait qu'admettons, on va dire hypothétiquement, ben, un Québécois va toucher 10 millions de ça. Même là, 10%, c'est beaucoup. On va dire hypothétiquement, il touche 10 millions. Mais avant que le gouvernement s'en mêle, ben, une source de revenus de Québécois, c'était que, tu sais quoi, je fais à peu près genre 12 millions juste en faisant de la publicité externe à cause de mon réseau à l'aide de Facebook. Fait que là, c'est juste comme dire que je faisais comme, dans le fond, je faisais un petit peu plus d'argent en utilisant quand même la machine Facebook. Oui, qui prend mes parts, mais j'ai trouvé un nouveau modèle d'affaires pour faire des revenus. Puis, OK, peut-être l'article ne va pas être commandité par la cage au sport parce que, exactement, tu ne peux pas être biaisé comme ça. Mais dans le fond, cet argent-là publicitaire aurait pu financer vraiment le développement. Genre, un autre truc à comprendre aussi, c'est que dans les médias, il y a vraiment une séparation nette entre l'équipe journaliste, l'équipe médias, nouvelles, et le côté marketing. Il n'y a aucun échange, aucun contact entre les deux. Puis si ça arrivait, ça ferait vraiment un scandale. Puis... Mais je pense pas qu'il faut. Dans la façon que je le vois, je pense pas qu'il faut qu'il y ait même une relation. On s'en fout. C'est dans le fond, mon département de marketing, il vient me générer 2 millions. Ce 2 millions-là, ben, il va financer mon département éditorial. Mais ça, il y a des choses de marketing dans les médias. Justement. Mais l'affaire, c'est qu'en ce moment, le fait que, admettons, Facebook... Mais le marketing ne peut pas dire, mettons, aux médias que, genre, faut que vous postiez, genre, une publicité de, justement, de telle entreprise ou faut que vous postiez. Le marketing ne peut pas demander ça. Mais c'est ça que je dis, puis peut-être c'est le côté marketing, peut-être vu que, tu sais, moi, je suis quand même assez avancé, fait que je le vois, comment je me sens pas obligé de devoir le placer là, ou certaines façons, oui, mais à cause du réseau, parce que j'ai 3 millions de personnes qui me voient, fait que moi, c'est ça que je vends, les 3 millions de personnes qui me voient, malgré que mon article, peut-être, il génère 100 000 vues, mais moi, c'est mon 3 millions de personnes que j'ai dans mon réseau où est-ce que je vais mettre ma marque, puis des revenus de là, indirectement, on s'en fout de c'est qui paye. Oui, on se fout, il faut être éthique, mais en bout de ligne, ça n'a pas une différence sur comment l'article va être rédigé, parce que ça va juste financer, ça va être une source qui va venir financer mes journalistes. Mais ça, il y a déjà des revenus sur les médias, par exemple. Si tu cliques, par exemple, sur la presse, oui, il y aurait des revenus, des publicités. La presse, oui, mais justement... Tous les journaux en ont. Mais justement, tu vois, ça, c'est une source de revenus que je pense que peut-être comment elle est exploitée, comment elle est utilisée, c'est... Comme un Québécois, parce que tu utilises ta visibilité, ton trafic pour maximiser des et ça, ils le font déjà. Ça, ils le font déjà, utiliser leur visibilité pour vendre des spots publicitaires sur leur site. Comme si tu vas sur la page site, mettons, de Journal Montréal, tout de suite, tu vas voir une publicité en haut qui va s'afficher, puis après ça va genre s'effacer. Puis ça, ils le font déjà, utiliser leur visibilité pour vendre des espaces publicitaires. Mais non, puis exactement ça, je suis d'accord. Puis c'est là que je me dis que il y a un modèle d'affaires derrière de marketing, de comment la publicité elle est gérée en utilisant un Facebook. Moi, je trouve juste en bout de ligne, pour conclure ça, c'est que je vois pas que... Je comprends l'abattage, elle est très noble. Mm-hmm. On en a besoin. On a besoin vraiment de ça. Je trouve juste que peut-être les raisons derrière ça, de comment va être attribué, risque d'être biaisé, vraiment au détriment comment l'argent est attribué. Ouais. Mais ça, c'est difficile à dire tant qu'on ne l'a pas vu, mais effectivement, c'est une des craintes en ce moment.
Surtout comme je disais, on voit par rapport à ce qui est arrivé en Australie, c'est vraiment les plus gros médias qui en ont reçu le plus. Puis ici, la crainte, justement, la plus grande partie irait par exemple à Radio-Canada, la presse, puis qu'il ne resterait plus grand-chose pour les autres. Non, définitivement. Mais gars, je pense que c'était un bon échange. Vraiment juste peut-être avoir l'échange avec quelqu'un qui est déjà dans le domaine, peut-être pour ouvrir certaines nuances que peut-être je n'ai pas nécessairement. Je trouve juste qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire, il y a des changements à faire, puis c'est déjà une bonne nouvelle. J'ai hâte de voir vraiment le 100 millions qui va provenir de Google, où il va s'en aller. Apparemment, il y a une petite source là qui pourrait aller des personnes comme nous. Je souhaite juste que vraiment on ait vraiment un accès, genre, vraiment pour l'utiliser. On se croise les doigts. Définitivement. Fait que c'est quoi les prochains projets là, qui s'en viennent, à part peut-être voyager quelque part? Pour moi? Ouais. Comme je disais, mon objectif pour 2024, c'est vraiment de commencer à faire du journalisme international. J'ai encore jamais fait ça dans ma carrière, donc c'est vraiment la porte que je vais ouvrir pour la prochaine année. Super cool, super cool. Puis dernière question. Comme journaliste, c'est toi qui poses des questions, mais des fois, tu sais, y aurait-tu des questions qu'on t'a jamais posées que tu aimerais ça qu'on te pose? Pas qui me viennent en tête, mais tu sais, j'en parlais au début de l'émission avant qu'on soit en ondes, puis c'est un truc qui souvent que les gens n'imaginent pas. On me voit souvent justement genre un peu partout, genre sur les réseaux, parfois même à la télé, dans des lives, peu importe. Et souvent les gens s'imaginent que genre j'aime être sur les projecteurs et tout ça. En réalité, je suis tellement quelqu'un d'introverti. Non, définitivement, gars. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, tu sais. J'avais noté ce côté introverti, puis même j'en parlais tantôt, je suis comme, je sais qu'il était introverti, mais genre juste voir vraiment comment on va pouvoir le faire, puis t'as été super cool, regarde. Ça m'a fait plaisir. Regarde, j'aime comment tu abordes, puis ton point de vue sur certaines choses. Puis c'est toujours bon, tu sais, je trouve, d'avoir des points de vue un peu différents, parce que ça permet de comprendre certaines choses. Puis je veux encourager toutes sortes de sujets, puis avoir des débats autant. Il faut pas qu'on soit d'accord sur tout. Effectivement, non, c'est vraiment intéressant. Puis je crois que c'est important aussi d'être capable de se parler, même si on n'a pas nécessairement la même opinion sur chaque sujet. C'est important juste aussi d'être capable d'écouter des points de vue qui sont différents. Non, super. Mais Félix, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Ta parution. Donc, comme je dis, on termine de la même façon qu'on a commencé. Oui. Dans la même pièce, en bonne visite. Thanks.